Torah et Société a choisi cette semaine, avec le grand rabbin Bernheim, de revenir sur la loi sur la fin de vie qui a été votée les 10 et 11 mars dernier par l'Assemblée nationale. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Après 2 jours de débat, je le disais, les 10 et 11 mars dernier, la proposition de loi sur la fin de vie a été adoptée. C'était le 17 mars dernier à l'Assemblée nationale par 436 voix pour, 34 contre et 83 abstentions. Le texte, porté par les députés Alain Kless, socialiste de la Vienne, et Jean Leonetti, UMP des Alpes-Maritimes, n'autorise ni l'euthanasie ni suicide assisté, mais instaure un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades en phase terminale et rend contraignantes les directives anticipées. Alors, on va tout d'abord, on a déjà dans cette émission parlé avec vous de la fin de vie, notamment en 2005 avec la loi Leonetti. Qu'est-ce qui, entre cette loi de 2005 et celle clé Leonetti qui a été votée le 17 mars dernier, qu'est-ce qui change ? 2 observations qui permettent de répondre à votre question. La première, qui n'est pas que de pure forme, la loi Leonetti de 2005 est une loi qui a été peu ou difficilement appliquée par les médecins qui, pour un certain nombre d'entre eux, ou le personnel accompagnant, personnel hospitalier, la connaissait peu ou mal ou pas du tout. Cette loi Leonetti d'avril 2005, d'abord 3 choses. D'abord, elle maintenait l'interdit de donner la mort, l'euthanasie. Deuxième chose, elle obligeait les médecins à soulager les souffrances physiques et morales au risque d'écourter la vie, mais le patient et la famille devaient être informés de ce risque. Je prends l'exemple des soins palliatifs qui peuvent raccourcir la vie au profit d'une qualité de vie, une qualité de fin de vie. Et enfin, cette loi Leonetti d'avril 2005 interdisait l'acharnement thérapeutique et permettait à une personne de demander l'arrêt d'un traitement qui artificiellement, c'est-à-dire techniquement, le maintenait inlassablement, si le mot existait, en vie. Et donc, ce qui impliquait le devoir de soulager le patient et, si nécessaire, de l'endormir, c'est-à-dire de permettre une sédation terminale. Telle était la loi Leonetti d'avril 2005. Alors, la question qui se pose, et c'est une question que je laisse ouverte, c'est pourquoi une nouvelle loi, si vite, en 2015, c'est-à-dire 10 ans après, alors que la loi de 2005 a été peu ou prou ou pas appliquée. C'est une question que je laisse toujours ouverte parce que ériger des lois, très souvent, est une manière, en fait, de ne pas trop s'attarder sur la loi précédente alors qu'elle a été peu ou mal appliquée, mais de suggérer plutôt qu'il faut aller de l'avant, ça ne suffit pas, ce n'est qu'une étape. Et c'est cette notion d'étape vers un toujours plus de liberté, c'est-à-dire de droit à disposer de son identité, de son corps, de son sexe, de sa vie, de son droit à vivre ou à mourir, qui est l'objectif final. Autrement dit, et pour raisonner d'abord de manière philosophique sur la question que vous m'avez posée, qui dit étape dit toujours plus de liberté, veut dire en fait que l'homme n'est jamais suffisamment libre, il est en conquête de liberté toujours plus importante. Comme si le progrès permettait la liberté et la liberté permettait la dignité. Il y a entre ces 3 termes des inadéquations, c'est-à-dire des inéquivalences qu'il serait important de souligner. Vous m'avez demandé, parce que je dois quand même répondre, alors qu'est-ce que ce projet de nouvelle loi Kless-Leonetti apporte ?
Premièrement, la sédation, vous l'avez dit, sédation profonde et continue. Deuxièmement, une sédation obligatoire associée à l'arrêt de tout traitement de maintien artificiel en vie, c'est-à-dire la médication à visée thérapeutique comme les antibiotiques, les anticoagulants, les invasives tentatives techniques de réanimation, les traitements de survie, la nutrition ou l'hydratation artificielle, tout cela peut être arrêté au profit de la sédation, qui deviendrait comme obligatoire à ce moment-là, dès lors que des directives anticipées du malade ont été données, car on sait qu'il faut qu'elles soient données suffisamment tôt, car plus tard, lorsqu'il sera trop malade, il ne sera plus en état 2. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement troublant, parce que dès lors qu'une directive est donnée très tôt en amont, on sait que la vérité des lèvres n'est pas la vérité du cœur. Je veux dire par là que lorsqu'une personne parle et pense en fonction d'une situation sur laquelle elle réfléchit, elle peut être encline à donner son droit à disposer donc à la sédation terminale. Mais il est possible qu'une personne qui ne peut plus parler, mais qui pour autant ressent encore des choses, puisse avoir une autre perception, je dirais une perception du cœur, qui ne passe plus par les lèvres parce qu'il ne peut plus parler, et à ce moment-là, il n'est pas inimaginable que sa décision serait différente. Donc je me méfie de l'intellect qui, par le langage, prive une personne, dès lors que ce langage est absent, d'exprimer ce que son cœur souhaiterait exprimer dans les phases de fin de vie. C'est aussi un des éléments du raisonnement, et je trouve sur ce plan-là 3 choses: que l'idée de solidarité, l'idée d'égalité, 2 choses, l'idée de solidarité et l'idée d'égalité, mais nous en reparlerons, sont dévoyées, autrement dit, sont déplacées de leur objectif premier, tel qu'on devrait les concevoir dans l'accompagnement de fin de vie. Alors, on va prendre un exemple concret. Imaginons un patient atteint d'une maladie incurable dont il sait que la fin de cette maladie sera pour lui synonyme d'atroces souffrances. Il est pleinement conscient de sa maladie, de son évolution. Il est au stade, je dirais, préliminaire de cette maladie. Et à ce moment-là, il pose ces fameuses directives anticipées, justement pour, sachant l'inéluctable, que rien ne pourra changer, il pose ou il demande certaines choses, dont justement cette sédation profonde et continue. En quoi, à ce moment-là, vous dites que la vérité des lèvres n'est pas celle du cœur? Permettez-moi de répondre à votre question en retournant la phrase, c'est-à-dire en problématisant différemment. Je crois qu'il y a en réalité, dans la fin de vie, un principe de vulnérabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui est très mal est d'autant plus vulnérable. Il me semble que la vulnérabilité ne doit pas renvoyer aux directives anticipées que le malade a données au corps médical afin qu'il soit plongé par sédation létale dans un coma qui le conduit à la fin de vie. Mais la vulnérabilité, de mon point de vue, et en tant que juif, conduit à plus de solidarité, et non pas à une décision prise antérieurement qui serait une directive et qui dispense le corps médical et la famille et les assistants et la société d'un toujours plus de solidarité, parce que nous partons en tant que juifs du principe que plus on est fragile, plus on est vulnérable, plus le devoir de solidarité à l'égard de ces personnes fragiles et vulnérables est important. Or là, c'est l'inverse qui se joue. Dans ce cas précis, ça serait quoi la solidarité? La solidarité, c'est-à-dire plus une personne est fragile, plus elle doit être accompagnée avec amour, avec de la part du corps médical, de la famille, de la société, un désir de donner à la personne en fin de vie ce plus d'amour qui lui laisse toujours espérer. Je l'exprime autrement. Vous savez, lorsque vous accompagnez un malade en fin de vie,
ou un très grand handicapé, des gens qui ne peuvent plus parler, etc. Ces gens survivent par le regard aussi, indépendamment des questions médicales, mais ils survivent aussi par le regard que l'on porte sur eux. Or, tant que le regard que l'on porte sur eux est un regard qui ne confond pas la maladie et le malade, mais est un regard qui laisse de l'espoir à la vie, c'est-à-dire qui garde dans le regard, ce regard préserve la dignité du malade, qui n'est pas confondue avec la maladie. Quand je dis la dignité, c'est-à-dire lui donne ce désir de continuer en dépit de. Tant que vous êtes porté par ce regard, tant que vous êtes porté par cette force d'amour et de confiance qui vous est accordée en tant que sujet toujours digne de vivre, souvent, vous avez un plus d'énergie pour vous battre et résister à la mort. Mais dès lors que ce regard n'est plus porteur de vie, c'est-à-dire que le malade se rend compte que le médecin ou les accompagnants, quels qu'ils soient, n'y croient plus, alors lui-même décroche. Alors, de là à théoriser sur ce décrochage et à dire, alors on va faire la chose suivante, on ne va pas compter sur le regard de l'accompagnant, serait-il le médecin, mais on va compter sur la parole du malade tant qu'il pouvait raisonner et se déclarer comme désireux de. De mon point de vue, il y a un déficit de solidarité à ce moment-là. C'est-à-dire que le médecin ou les accompagnants, quelque part, se défient ou se défilent. C'est-à-dire qu'ils laissent aux malades le soin de décider, ce qui leur permet, à la limite, d'avoir un regard porteur de vie ou plus porteur de vie sans en assumer la responsabilité. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il doit y avoir ? Qu'est-ce que la société devrait viser ? Elle devrait viser, non pas par des lois, mais par l'éducation. Un effort toujours plus important, pas des mêmes personnes, mais de former et d'avoir les moyens aussi de former des gens qui accompagnent, qui se substituent au personnel épuisé, qui peuvent se substituer à la famille qui est épuisée d'accompagner un malade en fin de vie, pour qu'il n'y ait pas ce décrochage dans le regard de l'accompagnant qui souvent est un effet de fatigue ou de dépression, mais que quelqu'un d'autre prenne le relais pendant que la famille ou les médecins récupèrent, retrouvent de l'énergie, de la force vitale, et donc ces accompagnants de remplacement, mais formés à la tâche, réinsufflent ce souffle de vie qui permet à la personne en état de très grande fragilité de garder confiance en la vie. C'est l'idée que je me fais de ma tâche d'homme, c'est l'idée que nous devons aussi nous faire de notre tâche de juif. En vous écoutant, on a un peu l'impression, on a même beaucoup l'impression qu'on a déshumanisé le patient, comme si c'était finalement qu'un objet auquel on a attribué certaines responsabilités et effectivement vous prenez la création d'un corps intermédiaire entre la famille du malade, le malade lui-même et le corps médical qui, devant l'urgence, devant la tâche, est beaucoup moins enclin à être porté vers le patient comme une personne morale. Oui, et disons que je trouve d'autant plus surprenant que ce projet de loi vienne de la gauche, de la majorité de gauche. Pour quelle raison ? La question n'est pas maintenant d'être fasciné par un pouvoir politique ou par un courant politique par rapport à un autre. Mais je rappelle quand même qu'un gouvernement de gauche porte des valeurs de solidarité. C'est ce qui définit la gauche par rapport à une certaine idée que les gens de gauche se font de leur parti ou de leur courant politique et philosophique par rapport à la droite. Vrai ou pas vrai, mais c'est ainsi qu'ils se voient, qu'ils se représentent les choses. Voilà qu'un gouvernement de gauche qui porte des valeurs de solidarité trouve plus urgent de remédier à l'indignité, de ce qu'il qualifie comme l'indignité des fins de vie, qui sont terribles et dégradantes aux yeux des malades et des médecins et des accompagnants, en légiférant sur les moyens
en écourtant une existence plutôt que de s'attaquer, et ça c'est, je dirais, un gouvernement de gauche qui porte des valeurs de solidarité, devrait s'attaquer aux racines de l'indignité, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait toujours plus de solidarité, et j'illustre mon propos. Le problème des soins palliatifs. Le problème des soins palliatifs est compliqué. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y en a pas tant que ça en France, que ça dépend aussi des moyens des personnes, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une inégalité, pas seulement devant la mort, mais devant les soins palliatifs. Et donc, les soins palliatifs, les soins d'accompagnement sont des soins onéreux, et que transférer une personne dans un autre cadre peut coûter beaucoup d'argent, et un certain nombre de familles n'en ont pas les moyens. J'ai très envie de dire qu'un gouvernement de gauche qui se dit porteur de solidarité et qui lutte contre l'idée d'indignité doit tout faire pour favoriser précisément cette égalité entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas. Et les gouvernements de gauche, lorsqu'ils projettent des lois, et je me rappelle la loi du mariage pour tous, ou tant d'autres choses, valorisent tant et tant l'idée d'égalité que précisément là, ils semblent l'oublier au profit, je dirais, d'une technique à efficacité la plus immédiate. C'est étonnant, j'ai envie de dire c'est singulier, c'est surprenant, mais c'est aussi bouleversant de la part d'un gouvernement de gauche de privilégier l'immédiate efficacité qui est le propre des sociétés libérales plutôt que le principe de solidarité qui est le propre des valeurs de la gauche. Alors là-dessus, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de porter la réflexion en public, j'ai besoin d'entendre les arguments. Je ne viens pas ici avec une éthique de conviction, je ne suis pas un rabbin qui dit la loi religieuse face à une société civile qui n'est pas concernée par cette religion. Si des gens sont concernés, ce sont les gens de la communauté juive qui veulent connaître la loi. Il y a des rabbins qui répondent sur le plan de la halakha, de la loi juive. Qu'est-ce que c'est la mort ? Qu'est-ce qu'on a le droit de ? Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Mais ici, sur le registre plus conceptuel, plus philosophique et plus politique, je suis surpris. Et quand je dis je suis surpris, je suis même bouleversé. Robert Badinter, qui a été ministre de la Justice et qui est un fidèle auditeur de cette émission, avait dit le droit à la vie est le premier des droits de l'homme. Il a été d'ailleurs cité par Alain Clé, mais dans le sens inverse de ce qu'a voulu dire Robert Badinter. Vous partagez aussi son avis sur le droit à la vie, le premier des droits de l'homme ? Oui. Même si je ne connais pas parfaitement l'argumentaire qui soutient une telle affirmation, oui, mais je voudrais ajouter une chose, c'est que parce que la question dans ce projet de loi Claes-Leonetti est je disais tout à l'heure, de ne pas confondre la maladie et le malade. Je le réexprime autrement, c'est-à-dire de ne pas renoncer à reconnaître le malade, ce qu'il demeure en tant qu'être humain jusqu'au terme ultime de son existence. Reconnaître une dignité à quelqu'un qui n'est plus beau, qui souffre beaucoup, mais garder dans le regard et les gestes, non seulement par solidarité, mais par souci de respecter la dignité de l'être humain jusqu'à son terme, c'est lui donner sa vraie dignité. Maintenant, permettez-moi d'ajouter une chose, c'est que je réfléchis, nous devons toujours réfléchir, et je pense que c'est aussi la pensée de Robert Badinter, c'est que la question est de savoir si un jour il n'y aura pas, et cette hypothèse doit être considérée avant qu'elle ne se réalise ou avant qu'elle ne soit proposée dans les hôpitaux, un devoir de solidarité, mais non plus vis-à-vis du malade en fin de vie pour préserver sa dignité, mais un devoir de solidarité qui sera imposé aux plus vieux, ou suggéré d'abord, puis imposé aux plus vieux, en faveur des plus jeunes, pour leur faire de la place. Parce que la question qui se posera, je dirais, de manière inéluctable, et ça, un jour cela arrivera, c'est ce renversement de perspective. Quelqu'un qui est plus jeune,
a une réserve de vie, une potentialité de vie, des chances une dignité plus riche et plus longue à préserver. C'est l'idée que nous nous en faisons. Et donc quelqu'un qui est très vieux, qui va de toute façon mourir, est-ce qu'il ne doit pas céder sa place aux plus jeunes pour permettre à la vie de continuer et aux possibilités de renouvellement d'être plus importants, sachant que quelqu'un qui a l'impression d'être dans un tel état de souffrance et d'indignité, chez lui, la représentation du renouvellement est quasiment nulle. C'est aussi une chose qu'il faut craindre. Et je sais que Robert Badinter imagine aussi ce genre de situation, cette crainte de voir le devoir de solidarité se retourner contre les plus vieux au profit des plus jeunes. Là, nous serons dans la tentation euthanasique. Et c'est par petites étapes, c'est jamais par un grand palier, un grand saut en avant que les choses se suggèrent, s'évoquent, apparaissent à l'horizon. Sinon, les craintes seraient évidentes. C'est par toutes petites étapes qu'on y arrive, ce que l'on appelle le progrès, et au nom du progrès, une certaine forme de dignité de la jeunesse, des potentialités de vie, etc., et du sacrifice des vieux, des malades, au profit d'eux. Ça porte un nom, et malheureusement, ce nom me fait craindre des dérives à partir de ce projet de loi Claes-Leonetti. Alors, on n'a pas dit un mot, vous êtes rabbin, vous êtes grand rabbin, on n'a pas dit un mot sur la perception juive, la perception halachique de la fin de vie. La perception... Alors, il n'est pas question d'acharnement thérapeutique dans la halakha. En tous les cas, la majorité des décisionnaires le condamnent, l'acharnement thérapeutique. Deuxièmement, une chose, c'est que s'il n'est pas question d'acharnement thérapeutique, il est question de ne pas renouveler un traitement, et parfois de manière automatique. C'est-à-dire, on place le malade, j'ai envie de dire, sous traitement automatiquement renouvelable. Mais pour qu'il y ait quand même une décision qui puisse être prise ou ne pas être prise, c'est comme si j'appuie sur un bouton pour renouveler le traitement. Si je ne le fais pas, c'est comme un mensonge ou comme une absence par remission, mais ce n'est pas un acte voulu d'interruption, même si l'effet est le même. C'est comme ça que la halakha traite le sujet, et dans la configuration du projet de loi Claes-Leonetti, il y a manifestement atteinte aux valeurs ou aux principes que la halakha considère comme essentiels, à savoir, rien ne doit être fait pour interrompre de manière active, mais il y a des interruptions de manière passive qui sont possibles. Pour ma part, je trouvais que la loi de Leonetti en avril 2005 était, je ne sais pas si c'est une bonne loi, il ne m'appartient pas de juger les lois de mon pays, mais était probablement ce qui pouvait se faire de moins mal lorsque l'on sait le désir de progrès qui équivaudrait à un toujours plus de dignité et de liberté, sachant que quand j'ai parlé tout à l'heure de ce risque de voir se perdre le principe d'égalité entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas, entre les vieux et les jeunes, je suis d'autant plus surpris qu'un gouvernement de gauche ne prenne pas cela en compte, alors qu'il a tant, et je le redis, exploité le principe d'égalité pour ne plus hiérarchiser, c'est-à-dire pour ne plus différencier une situation ou une autre, une typologie humaine et une autre. C'est-à-dire, au nom de la hiérarchisation et du jugement de valeur, on semblait aller à l'encontre de l'égalité, donc le mot qui revenait systématiquement était celui de la stigmatisation, puisque celui qui n'a pas les mêmes droits, la même liberté que l'autre, s'affiche ou s'affirme ou se déclare comme porteur d'une stigmatisation ou d'une discrimination. Or là, que ne dira-t-on
sur la discrimination dont seront victimes les vieux par rapport aux jeunes et les pauvres par rapport aux riches. Là, le principe d'égalité mérite d'être travaillé. Un dernier mot avec vous, Gilles Bernheim. Est-ce que, en fonction de ce que vous avez dit de la loi Leonetti de 2005, est-ce que l'on peut s'attendre à ce que cette nouvelle loi Claes-Leonetti soit peu ou pas du tout appliquée? Sur la base de l'expérience, ou plutôt de la pratique de la loi de 2005, je réponds clairement oui, c'est-à-dire qu'elle sera peu ou mal utilisée, ou alors progressivement de manière abusive, avec la tentation d'exiger un peu plus, c'est-à-dire qu'on va passer de l'euthanasie comme une forme d'exception à l'euthanasie comme un droit, puis comme une norme. Je veux dire par là, et vous me permettrez de faire une comparaison avec l'avortement, même si comparaison ne fait pas raison, ou n'est pas raison, c'est que l'avortement, c'était une exception dans la loi, le droit à disposer de, au cas où, et il y avait en amont un temps de réflexion, des conditions à remplir, etc. Mais à partir du moment où l'avortement fut une exception, on est passé, au bout d'un certain temps, à l'avortement comme un droit, puis comme une norme. Et quand je dis comme une norme, je n'exagère pas, puisqu'aujourd'hui, le temps de réflexion, le délai de réflexion avant avortement vient d'être supprimé. Ce n'est pas sans lien avec ce qui se joue sur la loi de fin de vie. On retrouve le même symptôme, c'est-à-dire l'immédiate efficacité, le droit de, non seulement le droit, mais la norme. Or, vous savez que de toute façon, lorsqu'il y a avortement, même si on se donne le droit de, et même si on est passé de l'exception au droit, dès lors que c'est une norme, il y a une perte de conscience que, dans une chose licite ou dans une chose permise, il y a néanmoins, consciemment ou non, un préjudice sur l'identité sexuée de la femme et sur son identité maternelle. Et oublier ce préjudice, même si on a le droit d'accomplir un acte, c'est un très mauvais service que l'on se rend, parce que la conscience du préjudice se perd, elle devient inconsciente, elle entre dans notre inconscient, et il est très difficile ensuite de mettre des mots sûrs, et parfois ça donne lieu à des symptômes, à des réactions, à des souffrances ou à des maladies, ou à l'incapacité d'avoir d'autres enfants. Je ne l'oublie pas lorsqu'il est question du projet de loi Claes-Leonetti, c'est-à-dire que l'on en arrivera progressivement à une norme, et à ce moment-là, donner une sédation qui permet de plonger dans un coma profond jusqu'à la mort pour prévenir l'indignité du malade ne posera plus problème de conscience, et à partir de là, entrera dans l'inconscient, et je ne sais pas de quels symptômes cette société souffrira plus tard. Et cela, et là-dessus, j'ai des craintes importantes. Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève ce nouveau numéro de Torah et Société. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.